C'est à vous. Bonjour, je suis Alain Legros, directeur administratif et financier de Paul Boyer Technologies. Notre présidente Anne Briqueter et tous les membres du bureau de la DFCG Midi-Pyrénées se joignent à moi pour remercier le CIC Sud-Ouest, notre partenaire avec Xavier Pache, son équipe, Éric Gillion et Yannick Bonoris pour l'organisation de cette conférence. Quelques mots de la DFCG. La DFCG, c'est une association à rayonnement national avec 17 régions et plus de 4500 adhérents. Au niveau Midi-Pyrénées, c'est à peu près 200 adhérents avec nos partenaires de bureau. Nous animons des conférences, des débats, des échanges entre professionnels, mais aussi des échanges avec 2 instituts de formation, notamment Toulouse Business School. Nous sommes le relais de beaucoup de questionnements de la part des directeurs administratifs et financiers, nouveaux et actuels adhérents, que je salue aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a certains qui viennent de nous rejoindre. Comptez sur nous et aux membres du bureau pour simplifier la vie des PME, mais aussi des ETI. Venez nombreux pour adhérer à la DFCG Midi-Pyrénées. Cette année, nous avons 2 points d'orgue, avec notre Assemblée Générale qui aura lieu le 1er juillet prochain et le 14e trophée qui aura lieu le 23 novembre 2026. La DFCG Midi-Pyrénées, c'est aussi des tables ouvertes, des tables rondes, du mentoring, la DFCG au féminin également que nous avons ouvert cette année, les ateliers du contrôle de gestion avec notamment beaucoup de sujets sur la digitalisation et sur les transformations liées à l'intelligence artificielle et à ces transformations au niveau des métiers de la finance, sans oublier la direction administrative et financière en temps partagé. Voilà. Notre président du monde est en place depuis 1 an, 3 mois et 27 jours aujourd'hui. Et avec Donald, chaque jour est à reconsidérer. Et comment nous, les DAF, devons-nous manœuvrer avec agilité pour comprendre et anticiper les risques des parités de change? C'est bien l'objet de cette conférence à laquelle nous allons assister. Et je vous souhaite une très bonne conférence et je laisse la parole à Xavier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier Pache, je suis directeur de l'agence Occitanie Grande Entreprise. Quelques mots rapides sur le CIC Sud-Ouest, qui est une banque régionale très fortement implantée dans le monde de l'entreprise, que ce soit des PME ou des grandes entreprises, au travers de 11 agences PME et 2 agences grands comptes. Alors ce webinaire a pris son origine dans un contexte quand même actuel qui est, comme vous le savez, très très perturbé au niveau économique, au niveau financier. Les impacts sur les matières premières de cette crise sont majeurs et notre ADN au CIC, c'est d'être quand même très très proche de nos clients et sur le terrain. Et on se rend compte que ces sujets, évidemment, sont des sujets plutôt d'actualité et sur lesquels les dirigeants ou les DAF n'ont pas toujours toutes les réponses. On a une grande chance au CIC Sud-Ouest, c'est d'avoir des experts en proximité et une salle des marchés aussi en région qui nous permet sur ces sujets-là de pouvoir eh bien, apporter des solutions, déjà bien comprendre les activités de nos clients et apporter des solutions sur le domaine international que Éric Gillon, qui est responsable du pôle international pour le CIC Sud-Ouest, va nous pousser. Et ensuite, Yannick viendra nous exposer un petit focus, un petit zoom sur l'actualité des marchés et quelques outils qui peuvent être nécessaires aussi pour les couvertures en matière de taux, de devises ou d'ailleurs de matières premières. Donc je laisse la parole à Éric. N'hésitez pas à nous poser vos questions.
auxquelles les deux intervenants répondront en fin de webinaire. Je laisse la parole à Eric sur sa partie. Merci à vous deux. Effectivement, un schéma de réflexion assez complexe aujourd'hui, et de plus en plus complexe. Ça, c'était juste en intro, la cartographie des risques avant 2022. Et déjà, elle était déjà bien fournie. On a connu plein de crises. Généralement, les crises étaient successives, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas compliquées, je dirais, à identifier. Aujourd'hui, on est dans une complexification majeure. Et dès le deuxième slide, vous allez voir que l'arrivée de Trump complexifie d'autant plus notre périmètre et qui nous conduit effectivement à avoir une multiplication de chocs, des polycrises, et qui font que globalement, au quotidien, vous êtes des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion, la décision de couverture de risque est de plus en plus complexe à prendre et impactante. Et pourtant, vous devez le savoir, et c'est un risque qui est aujourd'hui à mesurer. Et pourtant, 70% des transactions internationales aujourd'hui dans le monde sont sans garantie. Et en Europe, les impayés provoquent une défaillance sur 4. Et pour l'illustrer, si l'on est sur un taux de marge bénéficiaire net de 1%, pour 3 000 euros d'impayés, c'est 300 000 euros de chiffre d'affaires à récupérer. Le tableau est extrêmement parlant. Pour 5% de résultat net, c'est 60 000 euros, etc., etc. Vous voyez qu'effectivement, dans un schéma de réflexion et de construction, je dirais, de défense sur les impayés, la simple confiance et l'historique qu'on peut avoir entre un client-fournisseur n'est plus, je dirais, d'actualité. Vous l'avez déjà anticipé, hein, et heureusement, il y a des moyens de sécuriser, et généralement c'est fait par l'assurance crédit. Mais l'assurance crédit a une limite. Elle a des avantages évidemment. Elle permet le bon suivi de la santé de vos clients. Vous avez des informations pertinentes, toujours à jour, au travers des assureurs. Une fois que l'engagement de l'assureur est donné, on peut considérer que vous êtes couvert et donc sûr d'être payé hors litige commercial. Cette solution, évidemment, optimise la récupération des impayés. Donc le triptyque marche. Néanmoins, il a des limites, notamment sur les quotités garanties. Elles sont variables. Elles peuvent, dans le temps, être limitées de 50 à 90% du montant garanti. L'autre sujet, c'est, vous le savez, c'est les délais d'indemnisation qui peuvent être très longs entre la première déclaration de sinistre et puis, je dirais, l'indemnisation finale peut se passer des mois, de nombreux mois qui peuvent pénaliser évidemment le BFR et donc la trésorerie. Et donc surtout le sujet d'après, c'est la limite des encours auprès des assureurs. On le voit et les échanges que l'on a avec nos clients nous conduisent à effectivement pouvoir interférer et venir en support. Donc on est non pas pour évacuer l'assurance crédit qui est totalement nécessaire et je dirais le premier axe de défense des entreprises, mais il n'est pas suffisant. Et je voulais faire effectivement un focus aujourd'hui sur des solutions complémentaires à l'assurance crédit et notamment les garanties de paiement. Donc, n'hésitez pas effectivement à évoquer le sujet avec les différents services de vente qui permettraient effectivement, dans le cadre d'un contrat, de mettre en plus de l'assurance crédit des garanties bancaires, deux types de garanties et plutôt un focus sur les stand-by letter of credit, système qui est bancaire, donc qui est général, universel au sein de vos banques, hein, pas simplement le CIC. L'avantage de la garantie, c'est qu'au moins, c'est une garantie qui est irrévocable. Une fois émise par votre donneur d'ordre, elle est irrévocable, on ne peut plus revenir dessus. Elle est ta première demande. Et dès lors qu'on dit quelle est ta première demande, elle se réfère à l'autonomie du contrat. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente,
une fois la décision de mettre en jeu la garantie, celle-ci s'exécute sans délai. Et pour le coup, on est vraiment sur un recouvrement qui est protecteur, à la virgule près évidemment. Bah, elle ne vaut que pour ce qui est écrit. Et j'ai donc précisé dans le slide deux types de rédaction qui seront, je dirais, qui sont disponibles, hein, évidemment. Hein, ça, c'est des exemples que l'on prend et qu'on rédige pour le compte de nos clients. Deux types, l'un très favorable, qui est peut-être le plus difficile à négocier, mais au moins vous avez la main, parfaitement la main, donc qui permet effectivement d'avoir simplement à certifier auprès de la banque que vous n'avez pas été payé. Celle-ci permet d'être réglée sans discussion et sans bénéfice de discussion. Deuxième exemple de rédaction, on est toujours sur l'irrévocable, toujours à première demande, on est toujours autonome au contrat. Par contre, elle nécessite simplement la production de factures en copie. Donc vous voyez que finalement, pour recouvrer des créances, on n'est pas sur, je dirais, des sinistres à déclarer, on n'est pas sur, je dirais, une justification très très importante. Il suffit simplement, si on a répondu au contrat, de produire la facture pour se faire régler. Ce qu'il faut retenir dans la constitution d'une SBLC, dans sa rédaction, et les banques sont là pour vous aider, je serai là pour vous aider avec grand plaisir, c'est qu'effectivement, elle doit stipuler certains éléments, évidemment le donneur d'ordre, le garant, donc la partie bancaire qui émet la garantie, le bénéficiaire, et donc vous, en tant qu'exportateur, le sous-jacent dans sa description, mais simple, sans rentrer dans le grand détail. Plus une SBLC est simple dans sa rédaction, plus elle sera facilement mise en jeu et sans recours. Le montant, évidemment, devise, ça me paraît être une évidence. Et les conditions de mise en jeu, c'est donc le requis, hein, c'est les documents ou le texte qui permettront effectivement de faire valoir vos droits. Elles doivent toujours avoir une échéance. Et attention, c'est pas le jour d'après, c'est pas la minute d'après, c'est bien au lieu de présentation des documents, s'il y a des documents à présenter, et la date que l'exécution se fera. Et effectivement, autre point, c'est un point de négociation qu'il faut avoir en tête, c'est bien la négociation des frais qui prend les frais en charge. Ça peut être un partage de frais, ça peut être toute ou partie. Bref, tout est à construire et c'est ce qui me plaît dans la SBLC, c'est qu'effectivement on fait du sur-mesure. Comment ça marche? Très rapidement, sans rentrer dans un grand discours et un cours magistral, cette négociation doit être faite au préalable entre vous, exportateur, et l'importateur, le donneur d'ordre. Et dans le cadre de l'acceptation, doit stipuler qu'effectivement, à un moment donné, vous avez la possibilité de lui réclamer une SBLC. Celui-ci fera cette demande à sa banque et c'est bien la banque qui va émettre la garantie à votre profit. Nous, banque notificatrice, banque de l'exportateur, nous serons finalement que le réceptacle, la notification sera à notre niveau et on vous fera part de l'authentification de la SBLC. Mais c'est vous qui êtes bénéficiaire de cette garantie. Et pour la mise en jeu, rien de plus simple, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faudra produire les documents. Et produire les documents, non pas directement auprès du donneur d'ordre, mais auprès des banques. Celles qui vont authentifier que les documents sont bien des originaux et qu'ils ont été adressés par le bon canal. Donc dans ce cadre-là, je peux vous assurer qu'une garantie SBLC à votre profit, bien rédigée, donc au plus simple, c'est de l'or en barre et ça permet d'évacuer toute problématique de risque de non-règlement. Donc j'insiste sur le fait que ça ne peut pas être la seule solution de garantie, c'est bien en complément de vos encours couverts par un assureur crédit. Et je peux vous dire qu'au travers les clients que nous avons, le coût des matières premières qui explose, issu de la crise sur les hydrocarbures, bon nombre d'assureurs limitent le risque et donc contraint pour que le business se fasse à l'ouverture de ce type de garantie.
Je reste à votre disposition et Yannick, c'est à toi. Bonjour à tous. Mais donc je vais prendre le relais d'Eric, effectivement, sur toute la partie, je dirais macroéconomique de crise, hein, donc avec l'impact sur les différents actifs, que ce soit des actifs énergétiques, que ce soit des actifs taux d'intérêt ou que ce soit des actifs devises, hein, puisque comme Eric l'a très bien dit, on est dans un monde extrêmement mouvant avec des crises à répétition, des facteurs de crise qui sont multiples, bien évidemment, avec un président américain avec lesquels, je dirais, les différents gouvernements se battaient sur les droits de douane, mais là c'est un petit peu mis en retrait, même si ce sujet sera toujours à évoquer, notamment au moment des midterms, des élections du mois de novembre de mi-mandat aux États-Unis. Mais ce qui nous contrarie, je dirais, et ce qui nous occupe actuellement est bien évidemment le conflit au Moyen-Orient, avec ce que vous voyez qui est le principal facteur de tous les mouvements que l'on a sur les sous-jacents, les différents actifs aujourd'hui, qui est le prix du pétrole, bien évidemment. Puisqu'avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, les frappes sur les pays du Golfe, les difficultés d'approvisionnement, des installations énergétiques qui peuvent être effectivement touchées et qui mettront du temps, je dirais beaucoup de temps, à être remises en état, en tout cas pour que ça reparte de manière naturelle. Le prix des matières premières énergétiques, notamment le pétrole, a bondi. Vous le voyez, on était sur un niveau moyen de pétrole à $60 le Brent. On est aujourd'hui à 110. On est monté à 120 en séance. Et le prix du Brent évolue bien évidemment au gré des différentes frappes quotidiennes, au gré des annonces de Donald Trump sur les négociations qu'il peut y avoir avec l'Iran. Et c'est ce facteur-là qui fait bouger tous les actifs. Pourquoi ? Puisque le prix des matières premières énergétiques va être un déterminant sur le niveau des balances commerciales, notamment la balance commerciale européenne, va être un déterminant de déficit public si ce phénomène venait à perdurer et qu'il y avait des aides mises en place, hein, avec par exemple un gouvernement français qui n'a pas de marge de manœuvre, mais ça pourrait aggraver encore plus le déficit public, des charges bien évidemment, des coûts énergétiques très importants, donc ça a un impact sur tout ce qui est anticipation d'inflation, notamment en zone euro, hein, qui n'a pas d'indépendance énergétique contrairement aux États-Unis, donc une inflation qui pourrait être élevé, je dirais, pendant un certain temps et qui pourrait surtout ruisseler sur les autres, sur les différents biens, hein, et non pas que sur les matières premières énergétiques, sur tous les biens, puisqu'on voit bien les dérivés pétroliers, par exemple, les emballages plastiques dans la grande distribution, il y a d'ores et déjà un impact. Ce baril du Brent a bien évidemment également un impact sur tout ce qui est devises, puisque, comme je vous le disais, avec des impacts sur les déficits commerciaux, sur les balances commerciales, on a des variations, une balance commerciale européenne qui pourrait être impactée de manière assez significative, et donc un euro qui se déprécie. Et dans l'autre sens, vous avez une autre force de rappel qui fait que, je vous montrerai en suivant, que le niveau des devises est celui sur lequel on a un petit peu le moins de volatilité sur les actifs dernièrement. On a une force de rappel qui est l'intervention de la Banque Centrale Européenne, contrairement à la Banque Centrale Américaine qui n'interviendra pas tout de suite, avec une remontée des taux d'intérêt européens et donc un rapprochement de la courbe européenne, de la courbe américaine, et donc un renchérissement de l'euro. Donc on a un petit peu ces forces de rappel. Donc ce qui est très important, c'est ce niveau-là. Matières premières énergétiques, le Brent. Bien évidemment, on a le gaz, hein, qui est bien sûr amené par Oléoduc du Moyen-Orient qui a fortement augmenté, hein. On est sur un moyen aux alentours de 26-27 euros le mégawattheure. On est monté au-delà de 60, on est toujours au-delà de 50 aujourd'hui. Donc c'est très important, sachant que les réserves stratégiques d'hydrocarbures commence à diminuer, hein, si le conflit venait à perdurer longtemps, les prix pourraient être élevés encore bien plus longtemps, donc il faut faire très attention à ça. L'impact sur les taux d'intérêt que vous voyez ici, par exemple, ce sont les taux d'intérêt à 2 ans.
donc les anticipations de taux à 2 ans, vous voyez qu'avant le conflit, on était sur un niveau moyen de 2,05, on est monté à 2,80 aujourd'hui, donc un renchérissement du coût d'utilisation des lignes court terme, renchérissement du coût des financements à moyen terme, puisque ces hausses des niveaux d'intérêt vont se répercuter dans tout ce que vos partenaires bancaires vont être en capacité de vous proposer sur tout ce qui est investissement. On a des courbes, si elles continuent bien évidemment, de monter et de se stabiliser sur ces niveaux élevés. Et vous avez de la même manière les variations sur les devises. Là, en illustration, vous avez la variation de l'euro-dollar, sachant que depuis le début du conflit, on oscille entre 1,1450 et 1,18, avec ces derniers temps une zone de variation entre 1,1650 et 1,1750. On ne sort plus trop de ce tunnel. Donc notre métier à nous, salle des marchés, va être d'essayer de proposer à toute notre clientèle entreprise, quel que soit, je dirais, son besoin de devises, de couverture de devises pour tous nos clients importateurs ou exportateurs, proposition de couverture sur tout ce qui est matières premières énergétiques, elle peut être sur le transport, sur le gasoil, elle peut être sur l'industrie, sur le gaz, sur l'électricité, et couverture de taux d'intérêt pour tous nos clients, utilisateurs massifs de court terme, par exemple, avec des augmentations de niveau qui peuvent être importantes. En ce sens, je vous avais présenté, je me mettrai en mode diaporama. Voilà. Une petite présentation de solutions de couverture de change. Donc là, on est sur une présentation sur des produits assez simples. Première prise en main des outils de couverture, donc couverture du risque de change. Sur l'illustration, ce sera une couverture de risque de change pour tous nos clients importateurs, acheteurs. Bien évidemment, ces produits existent pour tous nos clients exportateurs qui sont réglés en devises. C'est tout simplement dans l'autre sens. Mais pour illustrer, je suis parti sur un client acheteur de devises, acheteur de dollars pour des commandes effectuées à l'étranger. On est parti sur 2 produits relativement standards en couverture de change à terme. C'est ce qui s'appelle le forward, donc l'achat à terme, et le budget fixe, qui est plus un produit enveloppe, comme je vais vous le présenter. Je passe la procédure d'entrée, ce sont des choses qui se regardent en suivant. Technique. Donc, le premier exemple que je vais vous présenter, c'est un exemple, donc, comme je vous le disais, d'achat à terme, c'est-à-dire pour une entreprise, tout simplement, qui doit acheter de la marchandise à l'étranger, quelle que soit la zone géographique, à régler en dollars. Donc, commande passée aujourd'hui avec un délai de règlement qui peut être 30, 60, 90 jours ou bien plus. L'intérêt de ces outils de couverture est dès la prise de la commande et de connaître le cours d'achat des devises qui sera appliqué lors du règlement, puisque s'il y a une variation, s'il n'y a pas de couverture, s'il y a une variation entre la prise de commande et le moment de paiement de la devise, il y a un risque de change, puisque le cours peut être moins intéressant, et donc, qui dit moins intéressant, peut coûter plus cher en euros, et donc là, c'est la marge qui est rognée. Ces produits de couverture ne sont pas des produits de spéculation sur la devise, on ne spécule pas pour vous sur une évolution favorable ou défavorable, ces outils sont pour vous protéger contre les évolutions donc défavorables, et dès le passage de la commande, de figer votre marge. C'est le plus important, notre objectif est de figer votre marge. Donc, ce qui est très important. Donc là, je vous ai donné des exemples, sur un achat de dollars, j'ai pris un exemple à 500 000 $, sur différentes échéances, donc sur une échéance 3 mois, 6 mois, 1 an, pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. On était sur un niveau spot de référence lors de cotation de 1,1705. On est en capacité aujourd'hui de vous dire, dans 3 mois, vous achèterez vos 500 000 $ à 1,1745, soit le niveau du spot 1,1705, plus 40 points de bonification, ce qu'on appelle des points de terme, des points de report, qui correspondent au différentiel d'intérêt entre les deux zones, zone US, zone euro. Vous avez la même chose pour du 6 mois à novembre et pour du 1 an à mai 2027, avec les cours qui sont garantis, 1,1745, 1,1780, 1,1845. Donc, vous voyez bien que, quel que soit le niveau de la devise pendant toute la durée de vie et jusqu'à l'échéance du produit de couverture, vous avez une certitude d'acheter des dollars sur un niveau de 1,1745. Donc, passage de commande, vous savez que vous pouvez acheter vos dollars à 17,45 au moment du règlement. Votre marge est figée, il n'y a aucune dégradation du cours lors de l'échéance. Bien évidemment, si on regarde les avantages
et les inconvénients. Donc, comme je vous le disais, vous couvrez de façon certaine votre risque de change. Il n'y a aucun coût. Il n'y a pas de prime à payer dans la conclusion de l'opération. L'avantage, c'est que si l'évolution est encore plus favorable pour vous, vous n'en bénéficiez pas puisque vous avez sécurisé. Mais on est plutôt sur une thématique, je dirais, assurantielle. Vous protégez contre une évolution défavorable du coût de la devise jusqu'à l'échéance. Donc ça, c'est un produit assez simple, c'est un achat à terme sur une date d'échéance précise. On peut en mettre plusieurs de manière concomitante sur différentes dates d'échéance en fonction des commandes. Et vous avez cette couverture-là. Le deuxième produit est un produit plus, je dirais, couverture macro sur un budget annuel. Vous savez que sur un an, vous allez avoir à peu près $1 million d'achat de dollars. Et vous souhaitez, dès le début, vous dire, moi, sur toute l'année 2026, sur toute l'année 2027, d'ores et déjà, je souhaite me couvrir contre une évolution défavorable de la devise et je souhaite fixer le cours d'achat de mes dollars pendant un an. Et donc, on est en capacité de vous proposer ce qu'ils appellent un budget fixe, tout simplement, c'est-à-dire qu'on vous propose une enveloppe garantie pendant un an sur le niveau du spot, donc dans mon exemple un 17,05, et pendant un an, à chaque fois que vous avez besoin de devises, vous venez piocher dans cette enveloppe jusqu'à son épuisement global, et vous venez piocher au cours qui est garanti. Et de cette manière, vous avez sécurisé vos achats sur une durée déterminée. Dans mon exemple, c'est un an, mais ces produits se mettent bien évidemment sur des périodes différentes. Ça peut être du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, peu importe. Sachant que ce budget fixe, cette enveloppe-là, on a une durée maximale de 1 an, contrairement à un achat à terme, où là, on peut couvrir des durées beaucoup plus longues, on peut même aller jusqu'à 5 ans, pour vous dire, sans aucun souci. Sur ce produit-là, on est plutôt sur des budgets annuels, ce qui permet de respecter des prix catalogues, par exemple. Donc, vous figez votre marge, vous fixez un prix catalogue, et quelle que soit l'évolution de la devise, vous avez votre niveau de couverture qui est garanti. Voilà, avec l'illustration, on met en place les différentes utilisations et la livraison à échéance. Et de la même manière, vous êtes couvert sur des échéances incertaines, contrairement à un achat à terme. Tout est figé, il n'y a pas de variation de la parité. Seul inconvénient, je dirais, comme d'habitude, vous ne bénéficiez pas d'une évolution plus favorable, si évolution plus favorable il y a. Mais comme je le disais, l'objectif n'est pas de spéculer, l'objectif est de sécuriser une marge, qui est le plus important. Ce produit de couverture à terme, dans mon exemple sur un achat de dollars, bien évidemment se traite sur toute devise livrable. On travaille bien évidemment sur toutes les devises, sur toutes les zones, et bien évidemment fonctionne de la même manière dans l'autre sens, c'est-à-dire à réception de devises. Vous êtes vendeur, vous êtes payé dans une devise étrangère, devise USD, franc suisse, livre sterling, yuan, peu importe. On est en capacité de vous protéger contre une évolution défavorable de la parité entre le moment où vous signez un contrat et le moment où vous êtes réglé. Donc là, c'est première solution de couverture sur un actif bien précis, actif qui est la devise. Donc ça, c'est un produit extrêmement simple, extrêmement connu. Avec les diverses crises que l'on a vécues depuis quelques années, je dirais bien depuis une petite dizaine d'années, de nouveaux produits de couverture sont apparus. Et notamment, comme je vous l'ai expliqué en préambule, le facteur, le catalyseur, je dirais, des variations des taux d'intérêt et des devises étant le prix des matières premières actuellement, nous avons créé des produits de couverture sur les matières premières, notamment matières premières énergétiques. Hop, je vous montre ce que nous sommes en capacité de couvrir. Voici tous les produits sur lesquels nous travaillons donc au sein de la salle des marchés du CIC Sud-Ouest. Donc vous avez tous les produits de couverture énergétique, tous les dérivés pétroliers. Donc nous travaillons aussi bien sur le gasoil que sur le fuel, le kérosène, le nafta pour tout ce qui est plastique. Nous travaillons sur toutes les sous-jacents gaz, les sous-jacents électricité, qu'ils soient français, qu'ils soient hollandais, qu'ils soient espagnols. Nous travaillons sur les métaux de base, nous travaillons sur l'acier. Nous avons un nouveau produit qui arrive et qui va être très important lorsqu'il sera un petit peu plus développé, parce que pour l'instant c'est un produit qui est un petit peu jeune, tout ce qui est couverture fret maritime, donc protection contre une évolution
bien évidemment, comme on l'a connu à plusieurs reprises, défavorable du prix du fret, puisque lorsqu'on a un container qui passe de 2000 à 10 000 $ le container, effectivement, ça a un impact extrêmement important. Donc nous serons en capacité de couvrir les containers et les biocarburants. Mais pour l'instant, ce sont des produits qui ne sont pas encore extrêmement matures. Sur ce que j'ai souhaité vous présenter, c'est le produit le plus traité, puisque bien évidemment, ça a un impact très important. C'est tout ce qui est couverture, matières premières, dérivés pétroliers, gasoil. Comment sommes-nous en capacité, pour tout ce qui est transport, de couvrir l'augmentation du prix du gasoil? Vous avez un cours de référence, on travaille sur ce marché-là sur de la tonne métrique. Une tonne métrique, pour vous dire, c'est 1177 litres. Aujourd'hui, le cours de la tonne métrique de gasoil, avec l'augmentation du tarif du pétrole de Brent, du baril de Brent, est à environ 1200 $ le baril, la tonne métrique, pardon. Donc, bien évidemment, un impact sur le prix à la pompe, un impact très important et un impact bien évidemment pour tout ce qui est transport, nos clients transporteurs, pour tous ceux qui importent, un surcoût, je dirais, une surcharge importante sur le transport. Nous sommes donc en capacité aujourd'hui de couvrir ces frais de transport, ces frais de gasoil supplémentaires par la mise en place d'un produit, alors le nom est un petit peu barbare, mais un produit qui s'appelle un swap asiatique. C'est un produit sur lequel on va travailler sur la moyenne mensuelle des cours quotidiens de cette tonne métrique de gasoil. C'est-à-dire que sur un produit de couverture qui peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, nous allons regarder la moyenne mensuelle des cours quotidiens du sous-jacent, donc de la tonne métrique de gasoil, et nous allons la comparer tout simplement au prix que nous vous avons garanti, de manière à vous fixer un prix fixe de gasoil sur une période prédéterminée. Nous allons regarder ça tous les mois, et en fonction de l'évolution des cours, il y aura, puisque bien évidemment, je ne vais pas vous livrer de gasoil, on travaille sur, donc c'est un produit purement financier, donc il y aura un règlement ou un paiement financier tout simplement du différentiel. C'est-à-dire que si le prix du gasoil continue de se stabiliser sur des niveaux élevés, voire continue d'augmenter, vous allez recevoir un flux financier pour vous compenser cette augmentation. A contrario, si le prix venait à rebaisser de manière très importante, vous n'en bénéficierez pas totalement, vous en bénéficierez juste sur le niveau de couverture. Et là, ce serait à vous de nous régler un différentiel, de sorte que vous serez garanti un niveau de couverture de la matière première énergétique gasoil sur une période. Et ça ne bougera plus, ce qui permet de fixer des prix de transport sur une durée assez longue, et ce sont des produits qui se sont fortement démocratisés, et bien évidemment, comme la couverture de change, on est sur des produits de type assurantiel, donc quand il ne se passe rien, effectivement, leur intérêt peut paraître incertain, mais là, en période de crise, effectivement, pour vous dire, tous nos clients à la salle des marchés couverts depuis quelques mois sur les matières premières énergétiques, effectivement, là, on voit de quelle manière les produits de couverture ont un impact extrêmement important, en tout cas sur les comptes des résultats. Et ces présentations-là, bien évidemment, vous seront mises à disposition dès que nous aurons terminé le webinaire. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais laisser la main à mes collègues toulousains, parce que je pense qu'il y a les questions-réponses. Oui, merci à vous, messieurs, c'était très instructif. J'ai à la fois une question pour Yannick et à la fois une question pour Eric. La première question concernant Yannick, c'est comment gérer les marchés sur plusieurs années quand on a plusieurs années en termes de couverture de change. Faut-il avoir une logique de 100% de couverture sur le risque de change aujourd'hui? Quelles sont vos préconisations? Est-ce qu'on peut se dire on prend pas de risque et on garantit 100% de notre marché, ou alors est-ce qu'on peut travailler en plusieurs étapes? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, tout va dépendre du moment de marché. Je vous remets juste sous les yeux le niveau de la parité euro-dollar sur les 6 derniers mois. Tout dépend du moment de marché dans lequel on se trouve. Effectivement, lorsqu'on se trouvait sur un niveau d'1,20, vous voyez, donc à mi-janvier de cette année, les anticipations de le consensus général de marché, alors sans anticiper bien évidemment l'attaque au Moyen-Orient, parce que ce sont des événements non anticipables, le niveau d'1,20 qui avait été touché
était un niveau qui avait été touché extrêmement rapidement et de manière partielle, parce que c'est un niveau qu'on attendait que pour la fin de l'année 2026. Donc en termes de moment, en termes de timing, lorsqu'on était déjà sur du 1,20 début janvier, effectivement, là, on pouvait se dire une couverture à 100% peut être intéressante puisqu'on est déjà sur un niveau anticipé extrêmement élevé que le marché n'attendait pas. Là, oui, on peut éventuellement partir. Alors, pas jamais sur 100%. Je suis toujours d'avis de laisser une position ouverte pour bénéficier d'une amélioration de marché non anticipée. Voilà, effet d'aubaine. Mais de manière plus générale, lorsqu'on n'est pas sur un moment comme ça où on est sur un pic ou sur un creux, de manière plus générale, je suis plus d'avis de mettre plusieurs couvertures en place à des moments différents. Exactement de la même manière que lorsqu'on rentre en bourse. Si on n'est pas sur un moment particulier de marché, il vaut mieux rentrer en plusieurs fois, histoire de moyenner, je dirais, le niveau de couverture et donc de bénéficier partiellement, puisqu'on est en moyenne, d'une amélioration de la parité, tout en étant couvert, bien évidemment, s'il y avait une baisse. Je suis plus d'avis de mettre en place plusieurs couvertures. La couverture one shot, je dirais, est intéressante, donc, comme je vous disais, sur un niveau de marché bien déterminé, un timing précis, un moment, ou alors tout simplement, si un de nos clients nous dit, moi, aujourd'hui, j'ai fixé mes prix catalogue, je veux figer ma marge pour toute l'année, et donc je veux me couvrir un an, par exemple, 18 mois, pour ne plus subir l'impact. Et je veux me couvrir sur 100% de mon besoin pour avoir une tranquillité sur toute la période. Là, oui, tout se discute. Tout se discute. Mais aujourd'hui, on est quand même, vous parliez d'un tunnel entre 1,14 et 1,17,5, donc oui. On reste en dessous des 1,20 que vous évoquiez. Donc, complètement. Vous anticipez peut-être une redescente de la parité entre l'euro et le dollar pour la suite? Alors, les anticipations à date, puisque les anticipations peuvent bouger tous les jours, c'est quelque chose de très volatile, comme le niveau du spot. Actuellement, c'est extrêmement compliqué d'avoir des anticipations stables, puisqu'il suffit d'un tweet de Donald Trump ou d'un drone qui s'écrase pour que les anticipations soient remises en cause. Mais on est toujours aujourd'hui dans des anticipations d'apaisement du conflit. Comme je vous le disais, le retour à la normale prendra beaucoup plus de temps. On ne reviendra pas sur les prix, notamment sur le Brent qui prévalait avant la crise. Les taux d'intérêt qui sont montés très haut nous redescendront, mais ne reviendront pas sur les niveaux d'avant-crise. On a des anticipations d'euro-dollar aujourd'hui pour la fin de l'année 2026 qui tournent toujours aux alentours d'un 19 à 20. Donc le marché anticipe véritablement un apaisement du conflit. Des banques centrales qui ne seraient pas dans l'obligation d'intervenir plusieurs fois. Une balance commerciale européenne qui ne se dégraderait pas trop longtemps et qui ferait que l'euro se dégraderait. Donc le marché anticipe toujours un euro-dollar vers 1,19 sur la fin de l'année. Donc actuellement, moi je suis plus à dire à mes clients vendeurs de dollars, lorsqu'on se rapproche d'un 15,50, là la mise en place de couverture peut être intéressante. Pour mes clients acheteurs, lorsqu'on est sur un 18, comme je vous l'ai montré sur les achats à terme, on a une bonification à échéance en fonction avec un effet temps en fonction de la date à laquelle on achète les dollars. Là, on commence à couvrir lorsqu'on est sur un 18. Mais là, sur ce tunnel-là, on a beaucoup d'attentisme. D'accord, très bien, merci. On va continuer, Yannick, si tu veux bien, parce qu'on a une question sur les couvertures et notamment sur la capacité de pouvoir sortir une couverture en cours de couverture. Est-ce que c'est possible et est-ce que ça a un coût? Quelles sont les règles en la matière? Alors, tout va dépendre de l'actif sur lequel on travaille. Par exemple, sur la devise, on met en place un achat à terme aujourd'hui pour dans 6 mois. Finalement, le besoin se matérialise au bout de 3 mois. On a bien évidemment la possibilité au bout de 3 mois de venir récupérer ces dollars. La seule différence, c'est qu'il y aura un recalcul de l'effet temps, des points de terme, puisque, je donne un exemple, on est sur un niveau spot à 1,17, on a garanti à 1,1780 avec un effet temps à 6 mois. Finalement, on vient lever au bout de 3 mois, donc on va juste recalculer les points de terme et livrer les dollars à 1,1740. Les points qui auraient dû être appliqués, grosso modo, lors de la mise en place. Mais il y a une possibilité, bien sûr, de sortir, je dirais, sans frais. Tout simplement, on sort sur le niveau de couverture avec un recalcul de la durée effective de détention, de détention des dollars. Effectivement. Ça, c'est le plus simple. C'est sur le marché des devises. Ça se fait. Ça, je le fais au quotidien. On met en place des couvertures et on vient piocher par anticipation à l'intérieur.
Sur le marché des taux d'intérêt ou des matières premières, c'est un petit peu plus complexe. Il y a une possibilité de sortir, bien évidemment, des opérations dès qu'on le souhaite, sauf que ces produits de marché ont une valorisation. Il y a ce qui s'appelle un mark-to-market, une valeur de marché de ces opérations, qui peut être en fonction de l'évolution du prix du sous-jacent prix spot et de fonction de l'évolution du prix à terme anticipé par le marché, une valorisation qui peut être positive ou négative. Donc il peut y avoir ce qui s'appelle une soute de sortie, qui peut être soit à régler, soit à recevoir. On peut très bien sortir d'un produit de marché et recevoir un flux financier pour sortir du produit de marché parce qu'il aura une valeur positive. Mais il peut y avoir une valeur négative également. Et dans ce cas-là, il y a une soute à régler. Donc tout ce qui est taux d'intérêt, matières premières, la sortie est à possible, oui, un petit peu plus complexe que sur les devises où c'est du quotidien. Ok, merci beaucoup. J'avais une question également pour Eric concernant les assurances crédit clients notamment les garanties de paiement. Est-ce que sur la partie export, on a affaire à des donneurs d'ordre publics ou parapublics, vous avez des produits qui peuvent garantir en fait, ou vous préconisez aussi de garantir les risques de défaillance de ces donneurs d'ordre aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs types de garanties qui peuvent être mis en place dans le cadre d'un contrat export. Donc, effectivement, celles que j'ai pu exposer, des garanties de type assurance crédit, donc là, c'est à la main de l'exportateur. Les SBLC ou crédit documentaire, hein, puisque le cousin de la SBLC, c'est le crédit documentaire. Juste un focus sur le Crédoc. C'est la même chose qu'une SBLC, sauf que vous avez toute la documentation qui circule auprès des banques. Donc c'est toujours un engagement irrévocable de règlement, à la condition que l'exportateur fasse, je dirais, le job inscrit dans l'ouverture de la lettre de crédit. Euh, il y a également, en complément, et assez fréquemment quand on est sur des donneurs d'ordre publics, le soutien des Export Credit Agency. Alors pour nous, en France, c'est BPI, mais sachez que chaque pays a dans son pays une banque d'État qui va faciliter le commerce entre un exportateur prestataire étranger et le donneur d'ordre public. Donc, ces trois types de garants sont usuels. Vous avez aussi d'autres types de garanties, euh, type Bird ou Banque mondiale, sur des grands donneurs d'ordre et des marchés un peu plus structurés, qui permettront effectivement de pouvoir garantir l'exportateur de la bonne fin de son contrat, à savoir la signature et l'encaissement au terme de cette signature de contrat de prestation. Donc Vous savez plusieurs identifier vous à votre niveau, vous savez identifier les banques d'État, les banques principales d'État qui sont affiliées et qui garantissent des paiements pour Oui, chaque exportateur. oui, on a des contacts réguliers avec les principales ECA, ces banques d'État, qui permettent effectivement de prise de contact faite, de voir si on peut structurer la garantie associée au marché qui est entretenu entre l'exportateur et puis ce donneur d'ordre. Après, il y a des schémas inversés, entre guillemets. Si on est sur une vente euh, d'un bien industriel, donc avec une durée qui n'est pas courte, hein, qui va dépasser 2 ou 3 ans, et bien là, pour le coup, BPI va également jouer son rôle de garant, là en faveur de l'exportateur. Donc c'est bien une équipe export qui se met en place entre la banque, évidemment le pivot, l'exportateur, la banque de l'exportateur et effectivement le CA, donc la BPI, qui viendra apporter sa propre garantie à l'ensemble pour que le marché se fasse et dans de bonnes conditions. Donc, je dirais à chaque situation, une solution. On n'est pas sur des cas, je dirais, enfin, pour faire simple, euh, je n'ai jamais vu un dossier coincé, sauf à ce qu'on ait effectivement un sous-jacent ou un pays compliqué. Quand je dis compliqué, qui, quelle que soit, je dirais,
Si on parle de l'Iran, par exemple, interdit de faire quoi que ce soit en Iran. Je ne peux pas travailler avec l'Iran, que j'ai la meilleure des garanties en France, etc. On ne pourra pas faire. Donc, le sujet, c'est aussi la partie conformité. Si on est sur des pays qui sont sous sanction ou des pays dits sensibles, évidemment, on ne trouvera pas de solution. Mais sur des pays classiques, OCDE, bon, globalement, il y aura toujours une solution je dirais, à la problématique de couverture de risque. Très bien. Juste pour insister sur ma présentation sur la SBLC, on le voit de plus en plus mis en place. Donc c'est pour ça que je voulais l'évoquer aujourd'hui. C'est un sujet qui est à la main du donneur d'ordre, donc de l'acheteur, mais il faut quand même l'évoquer parce qu'à un moment donné, si vous êtes sur un courant d'affaires régulier avec ce donneur d'ordre, on le voit aujourd'hui, l'assurance crédit aura une limite. Donc c'était un peu cet avertissement que je voulais faire passer aujourd'hui pour ce webinaire. Alors justement, Eric, sur cet usage de la SBLC, une question qui revient sur sa capacité à l'utiliser dans le monde entier. Dans toutes les zones du monde, on peut la faire valoir ou il y a des spécificités particulières? Et quel est le coût d'une stand-by letter? Alors ça, c'est une excellente question, et c'est une question piège. Ça, c'est une belle. Là, celui qui a posé la question est plutôt affûté parce qu'effectivement, Je te dirai pas. bon, il faudra me présenter le rédacteur. En tout cas, l'usage n'est pas universel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des zones sur lesquelles eh bien, il y a des pays qui refusent d'émettre ce type de garantie. Alors, ils émettent d'autres types de garanties. Je parlais de crédit documentaire. Et si on parle de pays spécifiques, eh bien, effectivement, la Chine, par exemple, ne traite pas en SBLC. C'est pas dans sa nature, c'est pas dans ses mœurs, c'est pas dans sa façon de travailler. Si elle doit régler et avec une garantie bancaire, ou en tout cas une garantie irrévocable, ça sera plutôt par un crédoc. Donc, à part la Chine et les pays du Maghreb, qui sont un peu plus réticents, mais qui le font quand même, le reste de la planète fonctionne très bien avec les SBLC, que ce soit donc en Asie, hors Chine, mais surtout parce que c'est un produit qui a été créé par les Américains sur toute la partie Amérique et Amérique latine et centrale, donc LATAM. Voilà. Sur le coup, pardon, dernier point, effectivement, coût qui est un engagement donc irrévocable et sans appel. Hein. On est vraiment sur une garantie autonome. Donc on peut considérer qu'en benchmark, 1%, 1% est le prix qu'il faut intégrer, alors 1% pro rata temporis évidemment, intégrer à l'émission d'une garantie de type SBLC pour le donneur d'ordre. Donc ça, c'est aussi dans la négociation. Sachez que si, au-delà de l'accord qu'il aura à obtenir de sa banque, la contrepartie, je dirais en termes de commission, ça sera autour de 1% à l'émission, à sa charge. Sauf à ce que vous la preniez en charge, mais je ne vous le souhaite pas. D'accord. Alain? Le donneur d'ordre peut vous imposer la banque qui va émettre le crédoc ou pas? Alors, très très bonne question. Évidemment, il va se retourner vers ses banques. Il peut imposer, hein, s'il n'a pas le choix et si ce risque-là est, je dirais, prenable. La banque est un point de vigilance. Et à nouveau, on est là pour vous dire que cette banque-là est bankable, si je puis dire, qu'elle est retenable ou pas. Il y a des pays sur lesquels, effectivement, l'émission d'une SBLC sur une banque qui peut être fragile, eh bien, n'est pas forcément à prendre dans sa gestion de risque. Sachez qu'il y a aussi cette capacité pour nous, banque française, et toujours pour protéger les exportateurs, et ça c'est notre rôle premier, c'est d'analyser le risque pays et le risque banque. Et quand vous avez à recevoir une SBLC en garantie de votre propre courant d'affaires, nous pouvons confirmer, donc prendre le risque banque et le risque pays. Et pour vous, exportateurs, vous avez finalement comme seul intervenant dans la garantie votre propre banque, donc en l'occurrence pour ce qui me concerne le CIC. Donc la notion de confirmation associée à l'SBLC est possible et évacue justement la problématique du choix de la banque. Très bien. Ok. Merci. Plus d'autres. J'ai pas de questions de mon côté. Petite question. Est-ce que
Est-ce que vous pourriez, Yannick, nous expliquer simplement si on peut mettre en place des mécanismes de compensation entre des positions vendeurs où nous recevons du dollar et des positions acheteurs où nous payons en dollars? Alors oui, il est possible de mettre en place des mécanismes de compensation. Il y a un produit très simple qui permet de régler, je dirais, ces décalages de trésorerie en devises entre des dollars que l'on règle, par exemple, la semaine prochaine et des dollars que l'on reçoit dans 3 mois. C'est un produit qui s'appelle un swap de change, tout simplement, qui permet d'acheter et de vendre des devises à 2 dates complètement différentes. Donc ça permet de régler le différentiel dans le temps entre les achats, les ventes, les achats de devises, tout en étant couvert contre le risque de change, hein, puisque ces achats et ces ventes dans la même devise se font à 2 dates différentes, avec uniquement, je dirais, l'effet temps, donc les points de terme entre les 2 dates, et donc il n'y a pas de risque de change entre les 2 dates. Ensuite, sinon, on peut très bien travailler en compensant de manière naturelle, en mettant en place des achats à terme et des ventes à terme, sachant que là, il faut étudier de très près les évolutions de marché pour pouvoir mettre en place les achats et les ventes à des bons moments pour vraiment compenser. C'est-à-dire que vous placez des dollars, c'est ça en fait? Non, le mécanisme du swap de change, c'est tout simplement, par exemple, un swap de change qu'on va appeler acheteur comptant, vendeur à terme. C'est-à-dire qu'on va acheter à une date déterminée du dollar, que l'on va s'engager à revendre à terme. Donc, pour régler, je dirais, la différence de temps entre le moment où on a besoin de dollars et le moment où on va recevoir des dollars, tout simplement, et sur un cours qui va être défini lors de la mise en place, bien évidemment, avec uniquement l'effet temps. Donc si on part de l'exemple acheteur comptant vendeur à terme, on va acheter à 1,17 et on va revendre à 1,1740 dans 3 mois. Et donc l'impact est juste entre 1,17 et 1,1740, soit les points de terme, l'effet temps, mais vous n'avez pas de risque de change sur la durée. D'accord, très clair. Bien. On arrive au terme de ce webinaire. Moi, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Yannick et Eric pour ces présentations, qui, je le précise, sont des présentations qu'ils font au quotidien pour nos clients, puisque l'accès à la salle des marchés au CIC Sud-Ouest est un accès qui n'est pas limité. Tous nos clients peuvent avoir accès à la salle des marchés et aussi dans nos services experts. Et cet exercice qu'ils viennent de faire, en fait, ils le font vraiment tous les jours avec nos clients et ça nous est vraiment très précieux. Ça leur est surtout très précieux pour nos clients, avec tout l'aspect pédagogique qu'il peut y avoir derrière, parce que vous l'avez vu, le sujet des couvertures n'est pas toujours un sujet très simple. Et le sujet international requiert aussi une forme d'expertise qui n'est pas toujours évidente à avoir. Donc, notre rôle est d'accompagner nos clients dans ces démarches-là pour lui offrir un service de qualité, puis surtout une grande sécurisation de ces opérations. Voilà, donc merci à vous deux, messieurs. Alain, je te laisse peut-être terminer. Au nom de la DFCG, j'espère que ce webinaire aura apporté un éclairage assez qu'on souhaitait assez vulgaire, parce que souvent quand on parle de salle des marchés, on a tendance à se dire que ça va être excessivement compliqué. Je trouve que c'était intéressant d'avoir suffisamment vulgarisé les échanges pour que effectivement notre tissu de PME et d'ETI comprenne un petit peu et intègre ces effets qui sont à la disposition quand même de beaucoup d'entreprises, hein, et qui permettent de garantir des points de marge relativement importants, surtout dans un monde qui est mouvant, et aussi dans un monde aussi où on a besoin d'aller chercher de nouveaux territoires, de nouveaux marchés, et se prémunir et anticiper, c'est un gage de réussite dans nos PME et dans nos ETI. Voilà, merci à vous. Merci, on vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Au revoir. Merci à tous.